Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un insecte tout petit, mais qui a un impact gigantesque sur le continent africain. C'est l'histoire de la mouche tsetse et de la maladie terrible qu'elle transporte. C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Comment un si petit insecte peut causer autant de dégâts? La réponse, elle se trouve au cœur d'une bataille biologique qui se joue depuis des décennies dans les savanes et les forêts d'Afrique. Une lutte complexe entre un parasite, son transporteur et ses victimes. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va décortiquer cette fameuse maladie. Ensuite, on suivra le parasite dans son cycle de vie pour comprendre son incroyable super-pouvoir de défense. Puis, on identifiera les symptômes qu'il provoque, on explorera les armes de la riposte et, enfin, on se tournera vers l'avenir de ce combat. Allez, on attaque direct. Pour bien comprendre le problème, il faut d'abord savoir qui sont les acteurs de ce drame. La mouche, son passager clandestin et leurs victimes. Ok, le nom scientifique de la maladie, c'est la trypanosomiase. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la mouche en elle-même qui est dangereuse. Non, le vrai coupable, c'est un parasite microscopique qu'elle transporte, un protozoaire du genre Trypanosoma. Et là, ce qui est fascinant, c'est de voir que chaque parasite a ses cibles préférées. Pour le bétail, vaches, moutons, chèvres, on a 3 coupables principaux, T. congolense, T. vivax et T. brucei. Mais comme on le voit, les cochons, les chiens et même les chats ne sont pas à l'abri. Et là, attention, c'est un point absolument essentiel. La maladie ne s'arrête pas aux animaux. Certains de ces parasites peuvent passer à l'homme et provoquer la fameuse et terrible maladie du sommeil. Les animaux deviennent alors des réservoirs du parasite. Du coup, ce n'est plus seulement un problème vétérinaire, c'est un enjeu de santé publique majeur. Maintenant qu'on sait qui est l'ennemi, voyons comment il passe d'une victime à l'autre. Et son mécanisme, il est d'une efficacité redoutable. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout part d'une piqûre. La mouche pique un animal déjà infecté et avale le parasite. À l'intérieur de la mouche, c'est la transformation. Le parasite se multiplie, il change de forme, il se prépare. Ensuite, il migre jusqu'aux pièces buccales, dans la salive de la mouche. Et là, il est prêt. À la prochaine piqûre, il est injecté dans un nouvel animal. La mouche, en fait, c'est son taxi personnel, un taxi mortel. Et le pire dans tout ça, c'est la vipesse. Pour certaines espèces de parasites, tout ce cycle à l'intérieur de la mouche, ça peut prendre à peine une semaine. Imaginez la vitesse de propagation de la maladie. Bon, on a vu comment il se transmet, mais maintenant on va s'attaquer au cœur du problème. Qu'est-ce qui rend ce parasite si diaboliquement efficace? Ce n'est pas juste sa transmission, c'est sa capacité à jouer à cache-cache avec le système immunitaire. Normalement, quand un microbe entre dans le corps, le système immunitaire le repère, le voit comme un ennemi et fabrique des anticorps pour les détruire. C'est notre armée intérieure en quelque sorte. Sauf que ce parasite-là, il a une botte secrète. Et cette arme secrète, elle est brillante et terrifiante à la fois. C'est la variation antigénique. Imaginez que le parasite porte un manteau. Le système immunitaire le reconnaît grâce à ce manteau et fabrique les anticorps parfaits pour l'attaquer. Mais au moment où les anticorps arrivent, hop, le parasite a changé de manteau. Il en a toute une garde-robe, des centaines de gènes différents pour ça. Le système immunitaire est complètement perdu. Il doit tout recommencer à zéro. Et pendant ce temps, le parasite prolifère. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a toujours pas de vaccin efficace. Ok, on a vu la guerre qui se joue à l'échelle microscopique. Mais quelles sont les conséquences visibles, concrètes pour l'animal? En général, les premiers signes apparaissent entre 1 et 4 semaines après la piqûre. On va voir des fièvres qui vont et qui viennent, une grosse anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges, et puis l'animal maigrit à vue d'œil. Pour un éleveur qui dépend de son troupeau, c'est une catastrophe. Et si l'animal subit un stress en plus, l'infection est souvent mortelle. Pour être sûr à 100%, il n'y a pas de secret. Il faut voir le parasite. On fait donc un prélèvement de sang, on l'étale sur une lame de verre et on regarde au microscope. Si on voit les trypanosomes, le diagnostic est confirmé. Bon, face à un adversaire aussi malin, comment on fait pour riposter? La bataille se joue sur 2 fronts. D'un côté, on traite l'animal malade. On lui donne des médicaments pour tuer le parasite qui est déjà à l'intérieur. De l'autre côté, on s'attaque au transporteur, la mouche tsetse. Le but, c'est de réduire sa population pour casser la chaîne de transmission. Et bien sûr, le plus efficace, c'est de combiner les 2 stratégies. Et pour contrôler la mouche, il y a toute une panoplie de méthodes. Ça va des insecticides pulvérisés sur le bétail ou dans l'environnement à des pièges très ingénieux. On peut aussi débroussailler pour réduire leur habitat, et puis des techniques plus pointues, comme la technique de l'insecte stérile. Là, l'idée, c'est de lâcher dans la nature des mâles rendus stériles en laboratoire. Ils s'accouplent avec les femelles, mais sans descendance. C'est une méthode de contrôle biologique beaucoup plus ciblée.
Allez, pour finir, tournons-nous vers l'avenir. La guerre est loin d'être gagnée, mais il y a de vraies raisons d'espérer, notamment grâce à de nouvelles stratégies et une meilleure coopération. La très bonne nouvelle, c'est que les efforts ne sont plus dispersés. Il y a maintenant des programmes à très grande échelle, comme la campagne PATEC, qui est soutenue par l'Union africaine elle-même. Ça montre qu'il y a une vraie volonté politique à l'échelle du continent pour en finir avec ce fléau. Et peut-être que l'une des clés les plus prometteuses nous vient de la nature. Il existe des races de bétail en Afrique qui, au fil des générations, ont développé une résistance naturelle à la maladie. On appelle ça la trypanotolérance. C'est une solution que l'évolution nous offre sur un plateau, et la science essaye maintenant de comprendre ce mécanisme pour l'utiliser. Alors la question finale, c'est celle-ci. Est-ce que c'est en combinant cette résistance ancestrale, qui vient des animaux eux-mêmes, avec la science moderne, qu'on arrivera enfin à bout de ce fléau? La solution, elle est sûrement là, dans un mélange de savoirs. La fin de cette malédiction portée par la mouche tsetse est peut-être enfin à notre portée.